Je suis Jonathan Rava et je suis chargé de cours ici à l'Institut cardinal Jean Margéot, qui est l'institut de formation du diocèse de Port-Louis. Nous sommes dans la petite République de Maurice au sein de l'océan Indien. Alors, l'Institut cardinal Jean Margéot, ICJM, est né le 22 septembre 2009, des suites d'un rassemblement de différentes écoles diocésaines de formation pour adultes dans différents domaines, mais particulièrement dans le domaine des sciences sociales et humaines, pendant plusieurs générations. Et à un moment donné, on sentait la nécessité de rassembler les écoles diocésaines, de les harmoniser, de les standardiser et surtout de les rassembler. Rassembler leurs ressources, leurs personnes, leurs cours, etc. Et c'est à l'issue d'un long processus de dialogue, de mise en commun des personnes et des institutions au sein même du diocèse de Port-Louis, que petit à petit nous avons pu imaginer l'horizon d'un institut, d'un seul institut, dans un même lieu, sous une même autorité, sous un même toit géographique et institutionnel, et c'est là que l'Institut cardinal Jean Margéot est né. Avant, il y avait une première tentative qui était l'ICIM, Institut catholique de l'île Maurice, et on a passé de l'ICIM à l'ICJM, donc Institut cardinal Jean Margéot, en 2009. En gros, cet institut était et est toujours l'organe de formation officielle du diocèse de Port-Louis. Mais l'institut a travaillé pendant longtemps, jusqu'au 31 juillet 2016, à partir de ce que faisaient les anciennes écoles diocésaines de formation, qui étaient devenues alors des départements. Donc chacun était porteur d'une mission qui était le propre de sa mission précédente et d'une certaine discipline, d'un certain aspect de la mission, d'un certain angle dans les sciences sociales et humaines. Et à partir du 31 juillet, 1er août 2016, nous avons reçu une nouvelle orientation liée à un projet catéchétique pour l'ensemble du diocèse. Et là, nous sommes devenus davantage un lieu de formation des formateurs. Qui sont les formateurs? Ce sont des enseignants, des instituteurs, des travailleurs sociaux, des leaders sociaux. Ça peut être des personnes engagées dans différents quartiers, différentes localités, dans des paroisses, etc. Et donc l'idée, c'est de pouvoir former des formateurs, former des animateurs, former des personnes qui sont en position de responsabilité et en même temps qui sont capables de donner de la formation à leur tour. Et c'est en ce sens que moi, je me suis retrouvé à être formateur dans le domaine de la religion, de l'anthropologie des religions, de la culture, mais aussi du leadership social, le leadership contemporain, et en même temps abordant aussi des domaines, allons dire, un peu plus confessionnels, comme l'enseignement social de l'Église. Je donne aussi un cours spécialisé en lien avec un autre lieu de formation qui appartient au Père Spiritain, dans un petit village nommé Pont-Pralin. C'est un petit village éloigné, en milieu donc, rural, la plus petite et la plus modeste des paroisses du pays. Donc là-bas, j'enseigne le dialogue interculturel et interreligieux, mais surtout à partir d'une expérience nouvelle, c'est la plongée dans différents textes sacrés des grandes religions de l'humanité pour y déceler la sensibilité sociale, la mentalité sociale propre aux textes sacrés et à leur religion. Donc c'est une expérience qui attire pas beaucoup de gens, mais voilà, des Mauriciens de différentes communautés, en petite quantité, en petit nombre. Et petit à petit, on essaie de vivre le dialogue interculturel et interreligieux à travers cet angle-là. Donc, je suis moi-même porteur de cette question des sciences sociales et humaines, mais par le biais de la religion, des religions, du dialogue interreligieux, de la culture et de l'engagement social. Et c'est à ce titre que, mis à part des modules ad hoc que je donne dans le cadre de la formation des formateurs, j'ai moi-même conçu un parcours de leadership social, fort de mon expérience de 20 ans sur le terrain mauricien, et qui est destiné aux adultes, aux bénévoles, aux volontaires, aux travailleurs sociaux de tous les milieux, de toutes les ONG et de toutes les religions. L'idée, c'est de pouvoir rassembler un pot pourri, comme on dit, un ensemble, un spectrum de Mauriciens ou d'étrangers, de visiteurs,
de tous bords, quelle que soit leur réalité, leur background, leur histoire, etc., leur communauté, leur culture, leur religion, etc., et de leur offrir là aussi un pot-pourri de connaissances qui proviennent des sciences sociales et humaines, qui proviennent de l'anthropologie des religions, de la culture, des textes sacrés, de l'économie, de l'écologie, de la finance, du numérique, des grandes thématiques autour de l'alimentation, de la gestion des conflits, la gestion de la non-violence active, la responsabilité politique. Donc c'est vraiment un ensemble de self-leadership, de coaching, etc., que j'ai essayé de mettre dans un parcours innovant de leadership social, de leadership moderne, contemporain, en vue de leur permettre d'exercer leurs responsabilités politiques en tant que citoyens, en vue de leur permettre d'être des constructeurs d'humanité plutôt que des simples consommateurs de la société, d'être vraiment des leaders contemporains, des hommes et des femmes debout et qui prennent leur place et leur part au sein de la République mauricienne et en même temps évidemment au sein de la société, qu'ils soient à Maurice ou ailleurs. Parce que ma conviction, c'est vraiment que la seule chose qui nous reste à faire sur Terre, c'est de poursuivre le processus d'humanisation. C'est-à-dire d'apprendre à être de plus en plus et de plus en plus profondément humain, de devenir de façon épanouie, accomplie et réalisée le plus humain possible. Et ça implique de se développer au maximum, de développer ses potentialités, ses possibilités, ses aptitudes, ses capacités pour être ce que l'on doit être, mais au plus profond de soi. Développer soi-même et être, comme on dit en anglais, je citerai John Powell qui a écrit un livre dont le titre est extrêmement porteur, Fully Human, Fully Alive. Je crois qu'un des plus grands maux de notre société mondialisée, c'est que les gens meurent à l'âge de 20 ans, mais sont enterrés à l'âge de 60 ou de 80 ans. Donc ils passent leur vie, hélas, individuellement ou collectivement, à subir la vie, à végéter, à vivoter, au lieu de la vivre pleinement. Au lieu de survivre, il faut vivre pleinement. Et je crois que ça, c'est la chose la plus essentielle à faire sur Terre. Inviter nos jeunes, nos adultes, nos seniors, nos enfants aussi, à être pleinement vivants, pleinement humains, à être pleinement au mieux de leurs capacités et à transformer ce monde, à s'engager face aux grandes thématiques, aux grands enjeux et aux grands maux de société et vraiment à devenir pleinement humain. Ouais, c'est vraiment mon idée centrale. Et le parcours de leadership social que j'ai créé n'est autre qu'un parcours qui offre un temps d'accoutumance aux gens autour de cette idée centrale et révolutionnaire, ainsi que des outils, des instruments, des livres, des auteurs, mais en même temps des exercices pour essayer de développer cette culture que j'appelle la culture du chemin numéro 2, c'est-à-dire un chemin, hélas, trop peu fréquenté, pour reprendre le titre du livre du docteur Scott Peck, qui est un psychothérapeute américain, et un chemin pour être constructeur d'humanité. Donc voilà, ce parcours, c'est vraiment donner les outils, les instruments, les exercices, les moyens aujourd'hui pour que des adultes prennent conscience de leurs capacités, de leurs aptitudes, de leurs possibilités, de leurs perspectives à être d'abord. Et ensuite, le faire, l'avoir, mais en même temps le vivre découleront de ça. Mais je crois que la grande révolution du XXIe siècle, elle doit être celle de l'humanisation, celle de l'accomplissement de la personne, celle de la réalisation de la personne, du développement personnel profond, intégral, humain. Je crois que c'est ça. Et à partir de là, donc, j'offre ce parcours. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe le parcours d'enseignement social de l'Église qui est là, un peu plus confessionnel, plus spirituel, et qui est un peu une spécialisation pour ceux qui
tous ceux qui voudraient, au nom de leur foi, vraiment redécouvrir leur rapport au monde et surtout leur responsabilité dans la transformation du monde, leur responsabilité à transformer, à améliorer les choses ici et là. Comment est-ce que leur foi, chrétienne en l'occurrence, peut être source de libération, d'épanouissement, d'accomplissement et d'engagement. Engagement en faveur de la transformation du monde, l'amélioration du monde, et cela passe évidemment contre la pauvreté, contre la misère, contre l'exclusion, et faire face aussi aux grandes thématiques, aux grands enjeux que sont aujourd'hui l'écologie, le numérique, la finance, l'économie, etc., etc. Dans un esprit de continuité, ceux qui veulent aller encore plus loin, ou ceux qui ne sont pas forcément chrétiens ou croyants, et ceux qui voudraient s'intéresser aux autres religions, donc c'est là que je vous ai parlé du cours que j'offre en lien avec les pères spiritains au centre de Pont-Pralin, qui est un centre de dialogue intercommunautaire, interculturel, interreligieux, où là donc nous essayons d'aborder cette thématique de la transformation du monde, mais à partir des textes sacrés, bibliques, védiques et coraniques. Donc c'est un parcours qui touche le christianisme, l'hindouisme et l'islam. Et je crois que c'est pertinent dans une république qui est empreinte d'une diversité de diversité. Diversité religieuse, culturelle, linguistique, politique, footballistique, géographique, ethnique, etc., etc. On est vraiment dans une république qui s'est construite à partir de toutes ces diversités. Donc ça a fait un petit peu, comme on dit, un carré mélange, un pot pourri, qu'il est difficile de gérer par moment. Il faut donc penser des modèles de gestion de cette diversité. On en a vu différentes à travers le temps. Et aujourd'hui, un modèle, c'est le dialogue interreligieux, c'est l'interculturalité. C'est donc oser reconnaître les différences, les apprécier, les assumer dans ce qu'elles sont, dans leur vérité irréconciliable et irréductible face aux autres, ne pas avoir peur donc d'être ce qu'on doit être et assumer cette spécificité, cette originalité, cette singularité et construire à partir, et non pas en dépit de cela, mais vraiment à partir de ces différences, assumant leur côté irréductible et irréconciliable. Mais on choisit de faire société à partir de là. Et c'est évidemment dans ce sens que l'on voit une autre thématique extrêmement intéressante qui émerge, c'est celle de la diversité religieuse et les droits de l'homme. C'est celle de la diversité religieuse et la démocratie, diversité religieuse et la loi. Et évidemment, on ne peut passer outre cette dimension quand on veut faire société, quand on veut faire république. Et quand on est une jeune république de 25 ans, de 26 ans, dans un pays qui est indépendant depuis 50 ans. Donc c'est extrêmement intéressant, le challenge est là, le champ est novateur, et effervescent et bouillonnant, mais il nous invite tous, il nous appelle tous à cela. Peut-être, si vous me permettez, tout ce que je vous dis là est le propre aussi d'un cheminement, d'un parcours. Et je vous le disais plus tôt, pour moi, c'est clair dans ma tête, il y a une date, c'est celle du 2 mai 1998. Ça fait donc exactement 20 ans maintenant. Allons dire que je suis moi-même, j'aime bien me considérer le très bon mélange de mes 4 grands-parents. Mes 2 grands-mères furent des femmes de prière, tranquilles, sobres, douces chez elles. Et mes 2 grands-pères, l'un était engagé au nom de sa foi dans une paroisse, mais était aussi très engagé dans sa profession qui était celle d'être contrôleur des douanes. Donc il touchait aussi au monde un peu de la politique. Et mon grand-père paternel, lui, il était instituteur et il a terminé sa carrière comme maître d'école. Mais sensible à la question de l'engagement, il a fondé très tôt un Unity in Diversity Cultural Circle pour précisément emmener les hindous, les chrétiens et les musulmans à dialoguer dans cette nouvelle île Maurice indépendante qui était en proie à des bagarres raciales. Nous sommes en janvier 1968.
Donc je crois avoir eu vraiment un très bel héritage de mes 4 grands-parents. Mes parents ont été d'excellents continuateurs. Ils ont vraiment prolongé, ils ont vraiment extend cet héritage de mes 4 grands-parents. Donc j'ai eu tout ça, et le 2 mai 1998, fort d'une intuition, fort de tout ce que j'ai reçu de mes grands-parents et de mes parents, je décide, sans savoir trop ce que j'allais ouvrir comme boîte de Pandore, je décide de fonder un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes qui est constitué à l'époque de très peu de jeunes, qui se réunissent sur la véranda de ma maison grâce à mes parents qui acceptent, et c'est constitué de mon frère, Sébastien, de mes cousins, de mes voisins, l'un ou l'autre ami d'école. Et je ne savais pas qu'en faisant ça, ce qui allait devenir Gaza, c'est-à-dire groupe d'ados solidaires altruistes, allait devenir le socle d'un virage considérable dans ma vie. Puisque à partir de ce moment-là, sur une base strictement volontaire, et pendant 13 ans, jusqu'en 2011, en janvier 2011, au départ c'était moins régulier, mais à partir de là, ça deviendra de façon systématique tous les samedis. Nous allions accueillir des jeunes de tous les milieux et de toutes les religions pour une vie de jeunes, pour discuter entre jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, mais surtout autour de 2 grands pôles qui finalement étaient mes 2 grandes passions. D'une part, le dialogue interculturel, interreligieux, intercommunautaire, et d'autre part, l'engagement social, le travail social. Donc, les jeunes étaient invités à une initiation, tout en vivant la vie communautaire entre jeunes, à une initiation à ces 2 pôles. Et ça va continuer, et évidemment, on y mettra plein d'activités de jeunes, des activités ludiques, des sorties, des soirées, des camps de formation et de vacances, et il va se créer avec ces jeunes qui n'arrêteront pas de venir, ainsi que leurs parents ou leurs tuteurs, une complicité, une amitié, une franche camaraderie et vraiment un respect. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le terrain mauricien était en train de me former, était en train de me préparer à vivre finalement ce qui ne s'arrête pas, ce qui n'est toujours pas arrêté aujourd'hui. Donc c'est toutes ces années d'engagement social au nom de cette conviction, au nom de ces passions, au nom de ces pôles de passion. Entre-temps, je vais m'engager dans d'autres ONG, comme on dit à Maurice, c'est-à-dire des associations, autour de la lutte contre la pauvreté, autour du dialogue interreligieux, notamment avec une institution qui prendra de plus en plus d'ampleur à Maurice et dont je suis aujourd'hui le porte-parole, qui est le Conseil des religions de Maurice, et ensuite d'autres ONG. Je continuerai aussi ma formation spirituelle, et notamment dans un foyer qui s'appelle le foyer Fiat, où je serai appelé à vivre en communauté avec d'autres jeunes pour me former, mais pas simplement sur un point de vue purement pieux ou religieux, mais sur un point de vue humain et spirituel, autour de certaines valeurs ou autour d'une certaine vision de l'homme et de la civilisation. Et c'est comme ça que je connaîtrai d'ailleurs des nouveaux auteurs. J'ai beaucoup étudié la littérature française et anglaise au collège du Saint-Esprit, dont je suis très fier, mais maintenant j'étais amené à rencontrer John Powell, à découvrir Scott Peck, Stephen Covey, Anthony Robbins, Daniel Goleman, Howard Gardner, donc de nouveaux auteurs et de nouveaux livres qui dépassaient donc le cursus de la littérature au collège. Et je vais continuer aussi avec des expériences à l'étranger, puisque je serai, par la force des choses, enfin, pour un heureux hasard, un heureux concours de circonstances, invité dans différentes formations, dans différentes conférences, différentes causeries, en Afrique du Sud, au Malawi, en Zambie, en Ouganda, aux Seychelles, ensuite en Australie, en Russie, aux États-Unis, etc. Donc, je vais vivre des expériences intéressantes. Donc, en terre africaine, en Australie, j'ai choisi d'y aller pour vivre une expérience de pauvreté dans un pays du premier monde, un pays extrêmement riche, et voir quelle est
est-ce qu'il existe la pauvreté en Australie et comment est-ce que cela est dealt with, comment on s'en occupe. Et c'est là où j'ai beaucoup aussi été amené à la question de l'handicap, la question de la santé, de la maladie. Et donc, ça, c'est à tel point que c'est devenu donc une autre de mes préoccupations ici à Maurice. À l'île de la Réunion, j'ai été initié à la vie d'un homme qui s'appelle Joseph Rezinski, fondateur du mouvement international ATD Monde, de la lutte contre la misère, pas juste la pauvreté, mais la misère comme cumul de l'extrême pauvreté, de l'exclusion, de l'oppression, de la déshumanisation et de la vulnérabilité et des droits de l'homme. J'ai été initié aux droits de l'homme par le biais donc de ATD Monde et de Joseph Rezinski. J'aurai la chance, la grande grâce, d'être parmi les premiers invités à aller rencontrer le président Barack Obama à la Maison-Blanche pour un programme d'échange entre lui et des jeunes leaders africains dans le cadre des 50 ans d'indépendance de plusieurs États africains. Et nous sommes à Londres en 2010. Et là aussi, ça a été une expérience extrêmement forte. Et cela m'a emmené aussi jusqu'en Russie, où j'ai vécu une université d'été pour comprendre un peu plus le monde, la multipolarité du monde. Surtout quand, à Maurice, on est une très belle république, mais nous sommes isolés parfois, nous sommes loin, et on n'a pas contact aisément avec l'Occident, avec l'Europe, avec la Russie ou avec la Chine, les grandes puissances. On est plus proche de l'Inde, évidemment, et de l'Afrique, mais on ne connaît pas beaucoup les autres expériences du monde, donc c'était intéressant pour moi. Donc tout ça m'a forgé. Et je crois que ce qui a aussi été la puissance et la beauté de cette expérience, c'est la conviction que l'on peut apprendre de tous et de tout. Tous et tout peuvent être source de formation, d'auto-formation. Il suffit d'être attentif aux événements. Il suffit de ne pas être plus sourd ou plus aveugle que celui qui ne veut pas lire, enfin qui ne veut pas voir ou écouter. Je crois que ça appelle une disposition à être attentif à ce que la vie nous donne chaque jour, dans l'ici et le maintenant. Et là, la vie donne en surcroît, et finalement elle est maîtresse, elle est source d'engagement, elle est source de formation, de développement. Et donc on continue comme ça et on ne peut que grandir, que se développer. Quelque part, on n'a pas besoin d'attendre ceux qui sont les traditionnels détenteurs du savoir, de l'avoir ou du pouvoir. On peut soi-même développer ses propres intelligences, ses propres savoirs, ses propres pouvoirs au contact de la vie, au contact des uns et des autres et des expériences et des événements, aussi longtemps que l'on reste et qu'on demeure attentif aux événements. On peut alors apprendre de tous et de tout. Mais au-delà de ces 20 années d'engagement, il y a une trame, il y a un fil conducteur qui demeure pour le passionné, pour le citoyen, pour le praticien et aussi pour l'universitaire que je suis. Cette trame, j'aime bien la présenter comme ça. C'est vraiment cette question de l'engagement, de la militance. Un engagement qui n'est pas simplement un engagement philanthropique ou caritatif, un engagement social dans le sens humain et dans le sens société, un engagement politique, un engagement, une militance en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et d'un autre côté, cette question du dialogue interreligieux et interculturel. Cette question de plonger dans ce drôle de patrimoine de l'humanité que sont les textes sacrés et y déceler un certain savoir, une certaine connexion au monde, une certaine cosmologie, une certaine anthropologie, une certaine théologie, finalement un savoir qui leur sont propres. Et d'ailleurs, c'est toujours essayer d'avancer avec ces deux pôles, engagement social
et religion au pluriel, Déclaration universelle des droits de l'homme, texte sacré et saint de l'humanité, toujours. Et c'est ce qui a donné naissance, quelque part, à une intuition qui m'a permis de faire une thèse de doctorat en anthropologie des religions sur le christianisme, l'hindouisme et l'islam face aux gens de la misère au sein de la République de Maurice, dans les temps contemporains, donc à partir des années 68 à maintenant. Donc c'est vraiment plonger dans ces trois prismes religieux qui sont très pertinents au sein de la société mauricienne, comprendre leurs textes sacrés, Bible, Veda et Coran, comprendre leur théologie, leur cosmologie, leur rapport au monde, à l'homme, à la femme, à la société, mais en même temps plonger dans leur pratique, et là ça a été vraiment un contact terrain avec des bénévoles, des volontaires, des travailleurs rémunérés, des bénéficiaires, des chefs religieux, des croyants pas pratiquants, des croyants pratiquants, donc vraiment un pot pourri de Mauriciens hindous, enfin, chrétiens hindous et musulmans, et comprendre la place de ces trois mondes, de ces trois univers, voudrais-je dire, au sein de la République de Maurice, et leur mentalité sociale, leur sensibilité sociale, leur rapport à cette question de la misère et de la pauvreté et des gens qui se retrouvent dans la pauvreté et dans la misère. Cette thèse m'a pris beaucoup de temps, puisque entre-temps, j'étais aussi sur le terrain pour des raisons associatives et professionnelles. Et à la suite, au bout d'une dizaine d'années, j'ai pu donc la présenter à l'Université de Maurice. Je suis quand même un peu assez fier, puisqu'elle m'a permis, finalement, quelque part, je sais que ce n'est pas le propre d'une thèse, mais en même temps, rêvons, osons le dire, elle m'a permis de répondre à une intuition qui est celle des textes sacrés, mais en même temps de découvrir le monde mauricien tel qu'il est vécu par les gens. Et là, on est hors de toute proportion, on est vraiment dans un rapport à l'humain et aux humains, chaque être humain étant porteur lui-même d'un monde, d'un univers, d'une vie. Donc ça m'a permis d'aller dans cette île Maurice profonde. Quand là, il s'agit vraiment de l'île Maurice, non pas de la République, puisque j'ai dû choisir uniquement l'île Maurice, non pas les autres îles qui font partie de notre République et qui en font sa beauté. Et je suis rentré dans ces univers pour finalement réaliser que toute réalité religieuse, elle n'existe pas en soi, seule, de façon absolue. Elle fait partie, elle est un coefficient parmi plusieurs autres coefficients qui se mêlent et s'entremêlent au sein de cette équation humaine. Donc, c'est là où, évidemment, on comprend que religion se conjugue avec parfois pouvoir, parfois rapport de force, mais aussi avec expérience spirituelle et avec histoire, avec différentes conceptions du monde, etc. Et cela m'a permis de comprendre que la pauvreté n'est pas perçue de la même manière, par moment, selon que l'on soit dans différentes communautés ou que l'on ait eu un background ou un cheminement différent, selon que l'on ait un rapport avec un texte sacré ou pas. Donc on est vraiment dans une diversité, mais qui peut en même temps faire émerger un socle de réflexion, un socle anthropologique. Et c'est là où ce qui me fascine, c'est de voir comment cette étude m'a montré qu'il y a à la fois une plongée pour certains dans leur prisme religieux et dans leur contact au texte. Il y a vraiment pour certains un va-et-vient entre texte et terrain, d'autres pas. Mais d'autres permettent ce que j'appellerais une sortie de la religion ou du prisme religieux pour vraiment être dans un engagement qui dépasse la spécificité religieuse ou culturelle ou spirituelle. On est vraiment dans un va-et-vient à l'intérieur de la religion, entre le texte et le terrain, mais en même temps, un va-et-vient entre
ce qui nous porte comme appartenance religieuse et un certain horizon un peu transcendant, un horizon qui nous emmène dans un champ un peu mauricien, un champ présent et toujours à construire. Donc il y a ce que j'appelle alors j'ai fait j'ai coined, comme on dit, un mot, un terme un peu savant. Et vous savez, lorsqu'on fait une thèse, c'est toujours bon d'essayer de faire advenir de nouveaux concepts. Donc j'ai parlé d'une cybernétique, donc une cyberéthique, donc une éthique mais qui est en mouvement et transreligieuse. Donc ce que j'aime bien avec l'étymologie du mot trans, c'est passer à travers et aller au-delà d'eux. Comme quoi la religion, elle est pertinente dans mon pays, à l'île Maurice, à la République de Maurice, mais elle ne peut être pensée seule. Et même les croyants ne peuvent penser être religieux en silo. Et cela donne, pour moi, un champ d'espérance exceptionnel, puisque nous sommes alors en plein dans ce que d'autres anthropologues ou sociologues ou penseurs ont appelé, par exemple, la créolisation. Donc on est vraiment dans un processus de construction humaine et sociétale qui se nourrirait des prismes et des enracinements religieux, culturels, mais qui saurait aussi les dépasser. Donc on est vraiment dans ce va-et-vient, on est vraiment dans la mouvance, on est vraiment dans le mouvement. Voyez, d'où ce jeu de mots cybernétique, cyberéthique. Voyez, donc c'est vraiment l'idée que là où on a pensé, cherché pendant longtemps des dénominateurs communs, comme si dirait on pouvait finalement réduire des expériences religieuses à des mots, à des mots communs, oui, un vocabulaire commun, mais on réalise que ce serait extrêmement réducteur de l'être humain. Car finalement, est-ce qu'il faut forcément arriver à cela? Est-ce qu'il n'est pas plus juste à l'égard de ce qu'est l'homme? Est-ce qu'il n'est pas plus vrai? Est-ce qu'il n'est pas plus authentique eu égard à ce qu'est un être humain de voir toute sa praxis, toute son expérience humaine, dépasser finalement le cadre réducteur des mots, le cadre parfois un peu influencé aussi des mots, et aller vers simplement la reconnaissance du mouvement que vivent les êtres humains. La praxis, et cette praxis emmène finalement les êtres humains à se rencontrer. Donc, quoi de mieux que de laisser les gens dire « oui, je suis croyant ou de telle religion, je suis enraciné dans tel texte ou pas, je suis croyant ou pas, mais je rejoins l'autre, pas parce que l'autre me brandit un mot que j'aime bien et qui pourrait ressembler au mien. Non, pas parce que l'autre a le même vocabulaire que moi ou a la même pensée ou la même longueur d'onde que moi, non, mais parce que l'autre finalement, je le rencontre dans la praxis, je le rencontre sur le terrain, je le rencontre dans ce mouvement que je fais moi aussi et qui finalement nous met tous en route. Donc on est dans une cybernétique ou dans une cyberéthique. On est vraiment dans une dynamique transreligieuse. Vraiment. Donc c'est tenir compte de ce que l'on est profondément, tout en vivant une expérience humaine et qui comme si rien nous fait aller au-delà de ça, aller plus loin. Et je crois que ça, c'est la caractéristique, comme je le disais, de la créolisation ou de la mauricianisation pour notre pays. C'est-à-dire de ce processus qui est vieux d'au moins 50 ans, mais en réalité plus vieux que ça, depuis bien longtemps, depuis les temps coloniaux, et qui nous entraîne à être humains, à être mauriciens petit à petit, comme on dit chez nous, tigit par tigit, petit à petit, et à vivre ce fameux horizon caractérisé par un mot créole qui ne se retrouve nulle part ailleurs et qui
ne peut être traduit convenablement ni en français ni en anglais. C'est le mot l'acorité. L'acorité est un mot qui a été créé, forgé dans le terroir de cette mauricianisation et qui désigne précisément ce processus transreligieux, cette dynamique, cette cybernétique transreligieuse. On est donc dans un mouvement humain et d'êtres humains au pluriel, où on apprend petit à petit à conjuguer, à articuler, à faire le va-et-vient entre nos traditions et en même temps cette modernité, ce champ post-moderne qui nous attend. Vous voyez ? Donc on est vraiment dans ce rapprochement des gens avec, non pas en dépit, mais avec leur culture, leur religion, leur philosophie, leurs convictions. Pendant longtemps, on a parlé de mauricianisme, un peu comme un idéal à atteindre. Mais vous savez qu'en français, les ismes sont galvaudés par les idéologies. Moi, je préconise, notamment dans ma thèse, une créolisation, mauricianisation, une mauricianisation. C'est vraiment ce processus qui nous apprend à devenir plus humains, mais surtout plus mauriciens, à vraiment être en mouvement sur le terroir républicain. C'est voir donc cette République, non pas comme une institution qui aurait été importée de l'Occident, de l'histoire, mais la République devient alors le terrain, le terroir de ce mouvement des êtres humains, de ce mouvement des Mauriciens, des citoyens, avec tout ce qu'ils sont et en même temps cette part d'incertain, cette part d'inconnu, cette part de relâchement, cette part de va-et-vient, d'articulation. On relâche un peu du sien pour grandir avec l'autre. On relâche un peu ce qui fut un peu peut-être dur au départ, traditionnel, classique, pour s'enrichir au contact de l'autre. Au contact de l'autre dans ce qu'il est, croyant ou non croyant, pratiquant ou non pratiquant, avec son texte sacré ou avec d'autres. Et on est vraiment dedans. Et donc la République devient ce champ du devenir, ce champ d'avenir, ce champ qui n'est pas qu'une institution, mais qui est vraiment un champ comme un idéal, mais là aussi le mot idéal n'est pas bon. Non, j'aime bien le mot champ. C'est comme le lieu, l'espace où l'on est appelé à être et à devenir mauricien. Voyez ? Alors c'est ce qu'on essaie de faire. Car finalement, que reste-t-il à l'homme si ce n'est que devenir plus homme, plus femme, à la femme de devenir plus femme, à l'être humain de devenir plus humain. Tout le reste n'est-il pas second, pas secondaire, mais second. La machine, la technologie, les objets, le matériel, tout le reste n'est-il pas sujet, ou plutôt objet, face au sujet qu'est l'être humain? Ouais, j'en suis convaincu. C'est la conviction qui m'anime depuis le 2 mai 1998 et qui me pousse en avant. Ouais. Je ne vous cache pas que je le vis aussi d'un point de vue spirituel. Oui, c'est ma foi qui intensifie, qui densifie cette aventure, mais c'est aussi une foi, une conviction en l'homme, en la vie, en l'amour. Je crois qu'on en a besoin. Je crois que vraiment, lorsque Malraux a dit que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, je crois qu'il avait raison. C'est-à-dire que vraiment, le XXIe siècle a marqué d'ores et déjà sa signature, a marqué sa différence par rapport au XXe siècle. J'ai envie de dire Dieu merci, parce que j'y vois une aubaine. Une aubaine, certes, il y a des défis, l'écologie, l'économie,
le numérique, la finance, l'alimentation, pour ne citer que ces 5, mais ajoutons la pauvreté et la misère, ajoutons la réalité appliquée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui célèbre d'ailleurs en 2018 son 70e anniversaire. Donc certes, il y a tout ça, il y a du travail à faire et il faut qu'on se retrousse les manches. Il faut que l'on dise, comme on dit chez nous à Maurice, casse-palto. Il faut que l'on paraisse les pieds avec les bras croisés, comme on dit chez nous. On vraiment se retrousse les manches. On ne reste pas les pieds, les bras croisés. Et on est là à exercer notre responsabilité politique, à exercer notre devoir de citoyen, de républicain et de mauricien. Mais je crois en même temps, tout ceci se verra densifié et intensifié parce que on n'aurait pas peur d'être un peu plus humain. On a besoin aussi d'être un peu plus spirituel, plus connecté à la nature, plus dans une sorte d'harmonie écologique et durable avec ce qui nous entoure et qui aussi doit avoir sa place sur la terre. Cette nature mère et nourricière. Cette connexion au monde, cette connexion à la spiritualité, à la transcendance, à l'intériorité, au divin, à l'amour et à la vie. Oui, je crois que c'est un très très beau dessin, une belle aventure, un bel agenda qui nous attend. Nous, Mauriciens, nous citoyens de la République de Maurice, mais aussi nous terriens, nous humains, nous habitants ce monde si beau, mais qui a besoin de nous, qui nous attend au tournant. Alors moi, c'est ce que je souhaite. Il y a, comme on dit chez nous, du bon dedans. Il y a de la beauté, il y a du bien, il y a plus que le bien-être. Je vois qu'il y a le bonheur. Alors, je dis simplement aux gens, allons-y et retroussons-nous les manches et jouons ce grand ballet. Mettons-nous au travail et faisons de cette terre ce beau lieu de vie et d'amour. Merci.